ces connaissances et cette intégration de l'école, on suppose que ce sont des prérequis. Et avec ces prérequis, on développera assez rapidement les compétences qui sont exigées pour un ingénieur. C'est-à-dire que la formation reçue à l'école, plus l'expérience, c'est l'équation classique, ça donne un professionnel compétent. Après cela, si on rentre un peu dans les détails, mais ça peut-être des choses qui sont relativement, c'est assez trivial, mais c'est quand même important. Il y a certaines distinctions qui marquent cette relation entre formation professionnelle, professionnalisation, etc. Nous reviendrons tout à l'heure. Quelqu'un d'instruit, on le sait bien, n'est pas forcément quelqu'un de compétent, et quelqu'un de compétent n'est pas forcément un professionnel, non plus. Parce qu'on attend quelque chose de plus. C'est-à-dire, on pourrait arriver à cette formulation un peu paradoxale, il est très compétent, mais ce n'est pas un professionnel. Comment peut-on imaginer quelqu'un de très compétent, mais qui n'est pas un professionnel? C'est là qu'on va rencontrer des attentes. C'est-à-dire, entre savoir des choses, savoir faire des choses, et savoir les faire comme il faut, il y a des différences. Ce qui m'amène alors à la question de la professionnalisation qui nous réunit aujourd'hui. Alors, en le reprenant un petit peu et puis en regardant aussi comment on le présente à l'école et comment on essaye de détecter la professionnalité, la professionnalisation à travers la VAE, on peut dire que c'est certainement un processus de socialisation secondaire, primaire, secondaire, intégration dans un groupe métier. Peut-être bien. Et il répond à un certain nombre de demandes, d'attentes sociales que je voudrais maintenant juste affiner un petit peu. Alors je crois qu'on va retrouver, alors on ne s'est pas concerté, Richard et moi, mais vraiment il y a des regroupements très forts. Il y a un premier niveau d'attente professionnelle. Alors on dit que la professionnalisation va justement y mener. Une première attente qui est le professionnel est à son affaire. C'est-à-dire, il a une conscience professionnelle, une attention, il a des soins. C'est pas un bricoleur, un professionnel. C'est le contraire d'un bricoleur. Il y a donc une première couche importante. On attend d'un professionnel et on espère que la professionnalisation y contribue, que c'est quelqu'un qui respire, qui est à son affaire, qui est consciencieux. Et donc on demandera, par exemple, ça c'est d'une constante dans l'espace de formation d'une école d'ingénieurs, on leur demande d'être consciencieux dans ce qu'ils font. Il n'y a pas forcément besoin d'être savant, parce qu'on espère qu'on peut toujours continuer à se former, mais on exige qu'ils soient consciencieux dans ce qu'ils font. Je crois que cette première couche, on peut le retrouver à peu près partout, elle est similaire. Un professionnel, c'est quelqu'un qui est consciencieux de ce qu'il fait. Et après, le professionnel, en reprenant un petit peu, je pense que c'est quelqu'un qui est garant de normes de référence. Alors ces normes, c'est les normes du métier. Il y a des normes techniques qu'il doit connaître. C'est vraiment un terme de normes. Il ne suffit pas de résoudre un problème, il faut le faire selon les normes. C'est aussi des normes de sécurité, c'est des normes comportementales. Et l'entrée dans la profession, qu'on pourrait dénommer le processus de professionnalisation, c'est en fait intégrer, repérer, identifier ces diverses normes pour les vivre par la suite. Le troisième élément que l'on rencontre d'un professionnel, c'est quelqu'un qui fait des propositions qui sont fondées en raison. C'est-à-dire il faut bien des connaissances spécifiques et qui dépassent les connaissances d'opinion. Donc très souvent, le professionnel est quelqu'un qui peut avoir des positions un peu contre-intuitives. Il a une idée qui est différente de celle qu'a quelqu'un qui n'est pas un professionnel. Donc il est à son affaire,
Il connaît les règles, les normes du métier, aussi les normes comportementales, et il est capable de donner des avis qui ne sont pas celles qu'a monsieur tout le monde. Il est capable d'avoir des positions contre-intuitives. Le dernier point, qui était plus alors du côté de l'émotionnel, le professionnel est quelqu'un qui sait prendre du recul, c'est-à-dire le contraire du comportement dicté simplement par l'émotion. Il doit être capable de tenir un cap, qui est le cap de ceux que l'on estime légitimes dans le métier. Alors là, je ne fais pas la différence entre profession et métier, je dis dans le métier. Et sur cette question, par exemple, il y a des petits points qui sont très, très intéressants, qu'on analyse dans la clinique de l'activité. Lorsque des gens parlent de leur métier, ils parlent d'eux-mêmes, ils utilisent le jeu, et lorsqu'ils rencontrent des difficultés où ils ne savent pas trop se repérer, ils passent au « on », qui est le « on » générique des gens du métier. Et lorsqu'on passe du jeu au « on rentre précisément, on est intégré dans une communauté dont on a identifié les exigences et les normes qu'on a fait siennes. Ce qui m'amène maintenant à quelques remarques complémentaires, ça c'était l'essentiel. Donc vous voyez qu'une école d'ingénieur, ça peut être une école de sage-femme, ça peut être toutes les formations professionnelles, où il y a un espace particulier, par des petites touches qui sont encore autres que simplement les connaissances transmises. Il y a à la fois la connaissance du métier et il y a l'entrée dans le métier qui s'opère. Et ces deux choses vont de pair, c'est-à-dire à la fois la formation professionnelle et la professionnalisation. Alors il est intéressant de se remémorer un peu ce qu'a fait l'université. L'université qui ne formait pas à un métier particulier, sauf peut-être à devenir chercheur éventuellement. Et lorsqu'on a développé les DES à l'époque, les DES, donc les formations Bac plus 5, qui avaient pour fonction de professionnaliser ou d'attribuer une formation professionnelle. Et c'était en fait par l'intervention des ce qu'on dénommait des professionnels, il faudrait dire, moi j'ai connu surtout des industriels ou des gens du métier, parce que les enseignants sont aussi des professionnels, mais ils sont professionnels dans leur secteur. Vous retrouvez ces éléments, c'est-à-dire la connaissance d'un corps de métier avec ses normes de comportement. Alors ce qui m'amène à deux petites remarques encore qui sont assez importantes. Entre le savant et l'expert. Derrière l'expert, vous mettez le professionnel. Le professionnel est un expert. Et on a par exemple ce phénomène qu'on rencontre de façon forte dans les formations en alternance, et qui peut être éclairante dans certains domaines. Si vous prenez le savant, c'est en quelque sorte c'est l'enseignant-chercheur. Il est savant dans son domaine. Et il part du théorique, et après on fait de l'application. C'est le cours classique, le cours TT-TP. Si on prend le raisonnement d'un expert, et on l'a alors très fortement dans les formations d'alternance, et j'ai eu beaucoup d'entretiens avec des gens en formation d'alternance, puisque je travaille sur cette question de compétences, quand ils parlent de tuteur d'entreprise, ils en parlent d'une façon très différente de l'enseignant. L'enseignant, c'est quelqu'un qui applique les connaissances théoriques, et on voit cette application dans les TP. Quand ils parlent du tuteur, le tuteur leur parle de savoir-faire. Parfois de savoir comment faire, mais surtout de savoir-faire. Et il raisonne par analogie de cas, alors que l'enseignant ne raisonne pas par analogie de cas, il raisonne par application de la théorie à la pratique. Le tuteur est celui qui, à propos d'un cas, peut évoquer un autre cas, et un autre cas, et un autre cas, et plus il peut évoquer des cas, plus il est dans le raisonnement de l'expert. Donc on a deux modes de fonctionnement très différents. D'ailleurs, les étudiants aiment bien cette alternance. Là, il y a vraiment une alternance, pas seulement dans l'espace, il y a une alternance dans l'approche des problèmes. Le tuteur qui raisonne en expert par analogie de cas, et l'enseignant qui raisonne en savant par application de la théorie.
Et curieusement, cette alternance profite aux deux domaines. C'est-à-dire profite à la fois à la formation théorique dont on voit le sens et profite à la formation d'entreprise puisqu'on voit qu'elle peut être éclairée par la théorie. Et je pense que c'est la force, c'est cet élément, notamment la place du tuteur dans les formations d'alternance, qui a fait que ces formations entre lesquelles la CTI au point de départ, la CTI s'était méfiée de cette formation d'alternance. Dans les années 1990, on pensait que cette formation, c'est une lubie de Decomps et que ça tiendrait 3 ans et au bout de 3 ans, on arrêtait ces formations. Elles ont fait leur preuve. Alors, c'est très intéressant de voir le cheminement de cette preuve parce que des formations d'alternance sortaient des ingénieurs compétents. C'est la logique de compétence et non pas la logique de connaissance qui a fait la reconnaissance des formations d'alternance. Les formations classiques forment des gens très instruits et on espère qu'ils forment des compétents, qu'ils vont devenir compétents. Les formations d'alternance, les jeunes qui sortent, les formations par alternance, formations d'ingénieurs, je parle, sont compétents. Ils sont compétents. Et cette compétence, ils l'ont acquise dans les deux espaces et avec les deux modes de raisonnement. Ils sont peut-être... Ils ont automatiquement, il ne faut pas la peine de tourner autour du pot. Leur formation théorique n'est pas du même niveau que les formations théoriques classiques. Ils ne sont pas passés par le module de maths P. Alors, dans ma première vie, j'étais prof en classe préparatoire aux grandes écoles. Vous savez, quelqu'un qui fait maths P, il ne veut pas devenir ingénieur. Quelqu'un qui fait maths P, il aime les sciences. Et il devient éventuellement ingénieur. Mais en fait, s'il peut intégrer Normal Sup, c'est aussi bien. Alors que quelqu'un qui est en formation par alternance, il veut devenir ingénieur. Et il fait des sciences pour devenir ingénieur. Et dans la tradition, classe préparatoire, on fait des sciences pour éventuellement devenir ingénieur. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Donc, le savant et l'expert, c'est vraiment deux modes de raisonnement qui sont des raisonnements en alternance que vous trouvez dans cette formation par alternance. Hops. Voilà, ça Richard en a parlé. Alors, je terminerai, je pense que c'est ça, voilà, le dernier truc. Voilà. Toup. Pour mettre en plein écran. C'est diaporama à partir de la diapositive actuelle. Là. Hops. C'est pas grave. Voilà. Alors, pour terminer, je dirais que la difficulté de la professionnalisation, c'est qu'en fait, c'est que derrière la notion de professionnalisation, vous avez une construction identitaire sous fond de formation professionnelle. Et on peut dire que la professionnalisation développe un certain rapport au métier, un certain rapport aux autres, puisque tous les comportements ne sont pas des comportements qui dénotent un processus de professionnalisation réussi. Et c'est aussi un certain rapport aux situations problèmes, puisqu'il faut les aborder à l'intérieur du code même de ce qui est considéré comme légitime dans la communauté à laquelle on appartient. Et je pense que peut-être le mot-clé qui pourrait être discuté cet après-midi dans le processus de professionnalisation, c'est qu'on vise à, moi je pense, on vise à adopter des comportements qui sont considérés comme légitimes à l'intérieur d'une communauté. Et c'est cette prise de conscience de ce qui est légitime ou qui n'est pas légitime dans une communauté qui est au cœur du processus de professionnalisation. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir les connaissances des professionnels sans pour autant être un professionnel au sens de quelqu'un qui s'est professionnalisé.